On est en mesure d'aller rejoindre tout de suite Nicolas Vigneault. Nicolas, donc, c'est un soupir de soulagement certainement pour les proches de Michel Jalbert, qui est remis en liberté, lui qui était détenu dans une prison du Maine pour avoir traversé illégalement la frontière de Poenegamook. Oui, elle est remise en liberté par les autorités fédérales, les autorités judiciaires fédérales. C'est très important de le préciser parce qu'à partir de maintenant, il est entre les mains de l'immigration parce que en entrant illégalement aux États-Unis, forcément, il a transgressé une loi de l'immigration. Donc, à partir de ce moment, les autorités devront décider s'il peut retourner au Canada, oui ou non. Mais sur le plan judiciaire, il est effectivement libéré, c'est-à-dire qu'il n'aura pas à rester en prison en attendant son procès. Qui est fixé à quand? En fait, le procès n'a pas encore été fixé. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a été remis en liberté et il y aura par la suite, bien sûr, d'autres procédures. Ce qu'on nous dit, c'est que le procès devrait se dérouler quelque part en janvier. C'est d'ailleurs pourquoi la juge a dit, écoutez, il n'y a pas de place dans le calendrier judiciaire américain avant le mois de janvier. Donc, voilà pourquoi il faut le remettre en liberté. Pour ce qui est d'immigration américaine maintenant, quand est-ce qu'on doit entendre cette cause? Je dois vous dire que là, on attend des nouvelles des avocats de Michel Jalbert. Tout le monde est en train de signer des papiers parce que le père de Michel Jalbert a donné 5 000 $. En fait, la famille Jalbert a donné 5 000 $ en caution pour lui permettre de recouvrer sa liberté. Et donc, on est en train de signer les papiers de libération et on en saura un peu plus long justement sur ces procédures en immigration. Ce que disait l'avocat de la couronne ou le district attorney, comme on l'appelle ici, c'est que ces procédures peuvent prendre de 1 à 2 mois. Donc, mais parfois, il peut y avoir des demandes pour accélérer les procédures et bien sûr, vous comprendrez, c'est ce que feront les avocats de Michel Jalbert. On va tenter de faire accélérer toutes ces procédures pour pouvoir le libérer le plus rapidement possible. Nicolas, on vous écoute à 18h avec un reportage là-dessus. À plus tard. Maintenant, on va aller du côté de Richard Latendresse parce qu'on vous l'avait dit, peu importe ce que décide le Parlement irakien, c'est Saddam Hussein qui a le dernier mot. Et les parlementaires avaient dit non hier, Richard, à cette résolution de l'ONU. Saddam Hussein, lui, a accepté aujourd'hui le retour des inspecteurs des Nations Unies. On vous l'avait dit, Pierre, d'ailleurs, Oui, qu'il ne fallait pas vraiment se fier à la parole des parlementaires irakiens, mais attendre la décision du dictateur de Bagdad. Mais quand on a 100% du vote, c'est nous qui menons. On peut se permettre tout. Alors, pour l'instant, effectivement, la guerre est écartée avec l'acceptation de cette résolution-là. Pour l'instant, tout au moins. C'est l'ambassadeur irakien à l'ONU qui a confirmé qu'il y avait acceptation de cette résolution et donc retour des inspecteurs sans réserve, sans condition. Les Irakiens, eux, ont appris à la télévision la décision de leur président. Ils se sont fait dire que la résolution 1441 avait été acceptée malgré les mauvaises intentions qu'elle contient. C'est comme ça, pour l'instant, Pierre, qu'on l'a présenté. Et on imagine qu'à Washington, on est heureux d'avoir fait plier Saddam Hussein. Ben oui et non, Pierre. On s'est montré très détaché à la Maison-Blanche. Le président Bush attend des actes, des gestes concrets, et non seulement une soumission apparente de Saddam Hussein. Il y a un commentaire, Pierre, des Irakiens qui a agacé les Américains. L'ambassadeur de l'Irak à l'ONU a affirmé que le retour des inspecteurs n'inquiétait pas l'Irak parce que l'Irak n'a pas d'armes de destruction massive. Ça, les Américains n'aiment pas trop parce que Bagdad, selon la résolution 1441, doit remettre une liste de son armement de destruction massive. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne vont pas remettre de liste? Ce serait violer la résolution de l'ONU et donc matière à représailles. Bon, les prochaines étapes, parce qu'on imagine qu'il y a un calendrier de fixé maintenant. Très précis. Tout commence lundi prochain, le 18 novembre, avec l'arrivée à Bagdad des premiers inspecteurs. Hans Blix, le directeur de la commission de contrôle et d'inspection de l'ONU, qui arrive pour mettre en place les facilités d'accueil. Le 8 décembre, l'Irak doit fournir cette fameuse liste exhaustive de ses armes de destruction massive, armes chimiques, biologiques, nucléaires. Au plus tard, c'est juste avant Noël, le 23 décembre, que les inspections doivent reprendre avec un rapport de travail effectué et remis au Conseil de sécurité de l'ONU à la fin février. Alors, à moins que les inspecteurs soient sérieusement empêchés de travailler d'ici là, il serait assez difficile d'imaginer, Pierre, une attaque contre l'Irak avant la fin février 2003. Bien sûr, ça, c'est si tout se passe sans problème. Et à preuve, on a quand même assez bien accueilli la nouvelle. Le prix du pétrole a chuté parce qu'on sent qu'il y a un calme qui se réinstalle dans cette région-là et la bourse à New York a monté. Donc, il faut vraiment accueillir cette nouvelle-là pour ce qu'elle est, à première vue, une bonne nouvelle. Très bonne. Merci. Oui. Au revoir, Pierre. Commentaire de Claude Poirier à 17h26. Claude, j'espère en tout cas qu'on a une bonne idée et qu'on suit la réinsertion sociale des gens qu'on remet en liberté conditionnelle. Malheureusement, il semble qu'on en échappe quand même. On en échappe, Pierre, parce qu'il y a probablement une mauvaise gestion au niveau des personnes qui ont la responsabilité de surveiller ces gens-là. Et dès le départ, je veux dire que moi,
Je suis en faveur de la Commission nationale des libérations parce que, je l'ai toujours dit, c'est l'espoir des détenus. Sauf qu'on apprend, selon une étude qui a été faite à travers le Canada en 2001, qu'il y a certaines personnes dont les autorités ont perdu le contrôle. Et on explique, entre autres, que lorsque, par exemple, des individus qui doivent avoir des conditions, lorsqu'ils sont remis en liberté, entre autres, ils doivent se rapporter soit à un poste de police ou à un agent au niveau des libérations conditionnelles. Vous allez peut-être me dire, c'est pas beaucoup. 1 sur 10, on le perd de vue. L'individu en question se perd dans la société et malheureusement... Retourne dans le crime. Retourne dans le crime parce qu'ils n'ont pas d'autre porte de sortie. Alors, ils retournent dans le crime. On va montrer un tableau qui est quand même assez intéressant et vous allez voir que ces gens-là ont commis, tout d'abord, 6 meurtres. Il y a eu 10 tentatives de meurtre, 60 voies de fait graves, 33 agressions sexuelles et 102 vols qualifiés. C'est pas des vols à l'étalage, Pierre. Il y a 6 personnes qui ont été tuées parce que des individus étaient en libération conditionnelle. Il y a des personnes qui ont été victimes de tentatives de meurtre. Alors, on se pose des questions. Bien, on peut comprendre qu'on en échappe quelques-uns, mais il n'y a pas une escouade, Claude, qui s'occupait justement de surveiller les allées et venues de ces gens. Le seul endroit où il y a une escouade, Pierre, c'est en Ontario. Comme dans bien des cas, l'Ontario est en avant. Autrefois, vous avez raison de me poser la question, on avait à la Sûreté du Québec une escouade qui s'appelait localisation d'individus. Lorsqu'à un moment donné, quelqu'un était recherché ou sa libération lui était retirée, ces gens-là faisaient du travail, fouillaient des endroits, allaient faire des perquisitions. On a aboli ça il y a quelques années parce qu'il y a quelques jours, lorsqu'on a posé la question au solliciteur général du Canada, comment se fait-il que seule la province de l'Ontario a une escouade pour localiser les personnes qui ont déserté d'une certaine façon l'encadrement des libérations conditionnelles? Pourquoi on ne l'a pas dans d'autres provinces? Le solliciteur général a répondu, il y a assez de policiers au Canada qui fassent leur travail. Mais encore une fois, je suis pour les libérations conditionnelles, mais quand on regarde ces crimes-là, c'est pas des vols à l'étalage puis des vols de bicyclette, là. Des meurtres, des tentatives de meurtre et des agressions sexuelles. C'est inquiétant, Pierre. Merci, Claude. Au revoir, Pierre. Au revoir. On vous apprenait hier en exclusivité que l'ADQ, le parti de Mario Dumont, réclame 1 000 $ maintenant aux candidats potentiels. En fait, c'est une somme pour effectuer, dit-on, une enquête sur le passé de l'aspirant candidat. Mario Dumont s'est fait poser beaucoup de questions là-dessus. Hier, vous l'avez entendu avec Paul Larocque. Aujourd'hui encore, on l'a questionné et il a répété que c'était une façon pour son parti de s'assurer d'avoir des candidats de qualité et éviter surtout les mauvaises surprises. Ça fait partie de la croissance d'un parti.